et XVIIIe siècles en Europe voient le développement et la diffusion de l'esprit scientifique. En économie, les physiocrates dominent le débat sans succès, tandis que les nouvelles techniques permettent l'apparition des premières machines à vapeur qui marquent le début de la révolution industrielle. Les hommes de science élargissent leurs connaissances par le biais de la redécouverte des penseurs antiques, de l'utilisation de la raison et de l'usage de l'expérimentation. Ils se concentrent sur la description des mécanismes du monde sans se référer au divin. La science doit permettre d'améliorer les conditions d'existence des hommes. De cette période dite des Lumières, Diderot et d'Alembert ont pour projet de traduire l'encyclopédie anglaise de Chambers. Ce projet se mue en une entreprise originale de constitution d'une synthèse des connaissances de l'époque. Ce projet débouche sur la publication de 35 volumes connus sous le nom d'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Cette encyclopédie a pour but de rassembler l'ensemble des connaissances humaines, de les expliquer et d'en assurer la diffusion au plus grand nombre. L'encyclopédie est composée de 35 volumes qui se divisent en 17 volumes de texte, 11 de planches, 4 de suppléments, 2 d'index et un supplément de planche. Les 17 volumes de texte regroupent 71 181 articles et plus de 150 auteurs ont participé à la rédaction de l'ouvrage. Cette œuvre majeure se heurte à la censure royale et religieuse. 25 000 exemplaires furent vendus entre 1751 et 1782, malgré la censure et les interdictions. Galileo Galilei est un savant, mathématicien, physicien et astronome italien du XVIIe siècle. Il est considéré par certains comme le fondateur de l'esprit scientifique moderne. Après avoir suivi des études basées sur le savoir grec antique, il complète sa formation auprès d'un professeur de mathématiques. En 1639, Galilée fabrique la première lunette astronomique qui peut effectuer des grossissements de l'ordre de 20 puis de 30 fois. L'instrumentation qui a permis à Galilée de réaliser ses observations est importante pour la pratique scientifique, mais a aussi des conséquences économiques et sociales. Les instruments scientifiques permettent de calculer, de mesurer le temps et l'espace, d'expérimenter avec la matière, de percevoir l'invisible. L'instrumentation, c'est donc l'avènement d'outils matériels comme base absolue de la pratique scientifique. Galilée prouve par des observations scientifiques le travail de Copernic, qui remet en question le fonctionnement du système solaire hérité de Ptolémée et publie son travail en 1610 sous le titre « Le messager des étoiles ». Ptolémée a une vision de l'univers qui est géocentriste, c'est-à-dire qu'il fait de la Terre le centre de l'univers. Autour de la Terre gravitent les planètes et le Soleil. Copernic, lui, a une vision héliocentriste de l'univers. Selon ses observations, le Soleil est une étoile fixe qui est au centre de l'univers. La Terre tourne à la fois sur elle-même et autour du Soleil. Il y voit l'explication de la succession du jour et de la nuit et de la succession des saisons. En 1633, Galilée est poursuivi par le tribunal de l'Inquisition et est contraint d'abjurer ses thèses. Galileo Galilei, Florentin âgé de 70 ans, tu as été dénoncé à ce saint office pour ce que tu tenais de véritable la fausse doctrine. La proposition que le soleil soit le centre du monde et immobile est absurde et formellement contraire à la Sainte Écriture. La proposition que la Terre n'est pas le centre du monde, ni immobile, est également une proposition absurde. Le livre est interdit et Galilée est condamné à la prison à vie, peine qui est commuée en résidence surveillée. Galilée
ne sera réhabilité par l'Église qu'en 1980. Émilie du Châtelet est regardée comme la première grande intellectuelle française. Issue de l'aristocratie, elle reçoit la même éducation que ses frères, fait étonnant pour l'époque. Mariée, elle rencontre à l'âge de 27 ans Voltaire, le grand philosophe des Lumières, de 11 ans son aîné. Elle devient sa maîtresse. Abandonnant alors la vie mondaine, elle acquiert une formation sérieuse en physique afin de pouvoir traduire en français le Principia Mathematica de Newton. En 1746, la Décade d'Augsbourg la classe parmi les 10 savants les plus célèbres de l'époque. Dans une plus large mesure, les femmes participent à l'élaboration et à la propagation des grandes questions intellectuelles entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On pense que c'est par les femmes qu'une nouvelle société tournée vers le savoir peut être réalisée. Le salon mondain est un des lieux de promotion et d'échange du savoir au XVIIIe siècle. Mais les femmes ont plus souvent le rôle d'hôtesse dans ces salons. Je suis persuadée que bien des femmes ou ignorent leurs talents par le vice de leur éducation, ou les enfouissent par préjugés et faute de courage dans l'esprit, écrira Émilie du Châtelet. La physiocratie est une école économique fondée au XVIIIe siècle et qui a pour postulat le gouvernement de la nature. Selon les physiocrates, l'État ne doit pas intervenir dans la vie économique. Il prône la liberté du commerce, de l'industrie, ainsi que la propriété privée. Pour eux, la nation est réduite à 3 classes de citoyens. La classe productive, la classe des propriétaires et la classe stérile. La classe productive est composée des paysans. En effet, la richesse provient du travail et l'agriculture est considérée comme la seule activité productive puisqu'elle représente 80% des richesses produites. Même si elle est considérée comme aproductive, la classe des propriétaires est importante car c'est elle qui possède la terre cultivée par les paysans. L'État doit donc, selon les thèses des physiocrates, être dirigé par des propriétaires fonciers. Enfin, la classe stérile ne produit pas de richesse à leurs yeux, elle se compose des marchands et des industriels. Turgot, le contrôleur général des finances de Louis XVI, est un physiocrate. Pour lui, la liberté générale d'acheter et de vendre est le seul moyen d'assurer d'un côté aux vendeurs un prix capable d'encourager la production, de l'autre aux consommateurs la meilleure marchandise au plus bas prix. La libéralisation des marchés, en particulier agricoles, au travers de la doctrine laisser-faire, laisser-passer, doit permettre l'enrichissement du pays, mais surtout mettre fin aux famines et aux disettes. Si la machine à vapeur de James Watt, créée en 1769, marque le début de la révolution industrielle, l'Écossais n'est pas un précurseur. En effet, des inventeurs ont déjà fabriqué des machines utilisant des pistons et des cylindres mus par la pression produite par la vapeur. En une trentaine d'années, entre 1681 et 1712, 3 inventeurs se succèdent. Tout d'abord, le français Denis Papin en 1681, puis l'anglais Thomas Savery en 1698, et enfin l'anglais Thomas Newcomen en 1712. Selon le musée des arts et métiers, la machine de Newcomen est lourde à construire et sa consommation dévorante. Mais elle est efficace et fiable et elle restera sans rival pendant plus de 60 ans dans les mines britanniques. Cette machine de Newcomen marque les débuts de l'ère industrielle.